Vous êtes-vous déjà demandé si parfois la vie réelle pouvait être plus surprenante que la fiction? Imaginez un instant, une famille déchirée par des secrets et des blessures profondes, luttant pour retrouver le chemin les uns vers les autres. C'est une histoire d'erreur et de rédemption, de cœurs brisés et de liens reconstruits. Mais comment une famille qui s'est retrouvée au cœur d'un tourbillon de trahison et de conflits peut-elle réapprendre à faire confiance? Comment réagir quand les personnes censées vous protéger sont celles qui vous ont causé le plus de douleur? Ce n'est pas seulement un récit de dépassement de soi, mais un voyage émouvant sur la reconstruction d'un foyer qui était au bord de l'effondrement. Suivez-nous dans ce récit captivant, où chaque chapitre révèle que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir n'est jamais complètement perdu. Préparez-vous. Les rebondissements de cette histoire vont défier toutes vos attentes. Salut, je m'appelle Alice et j'ai 40 ans. J'ai toujours entendu dire qu'Alice signifie grandir joyeusement. Mais quand j'avais 15 ans, j'ai découvert une amie de l'ex de mon père appelée Alice. Depuis, j'ai commencé à remettre en question silencieusement la véritable origine de mon nom. Il y a certains détails du passé de mes parents que je préférerais ne pas connaître. Ils n'étaient pas particulièrement attentifs quand j'étais jeune. Mon frère aîné, Oliver, qui a 3 ans de plus que moi, est intelligent et charmant. Il semble que mes parents aient toujours voulu un garçon. Oliver, étant leur premier enfant, était profondément chéri. Nos grands-parents adhéraient à la croyance démodée que le premier enfant devrait être un garçon. Malgré une immense pression, ma mère a eu un garçon. Avec ce contexte, mes parents ont couvert Oliver d'amour plus que quiconque, et moi, j'ai toujours reçu les vêtements usagés d'Oliver, et j'ai même remarqué une différence notable dans l'argent du Nouvel An. Les parents invitaient toujours Oliver plutôt que moi. Au lieu de me dire d'être patiente parce que je suis l'aînée, on me disait de soutenir les garçons, une façon énigmatique d'inculquer un comportement féminin. Je crois que j'ai été élevée avec beaucoup de discrimination. Je me suis toujours sentie plusieurs pas en arrière. Ma caractéristique rédemptrice a toujours été ma nature insouciante. Mes parents disaient « Nature insouciante ? Tu ne penses jamais à rien. » Si je réfléchissais trop, je serais devenue sombre et rancunière envers Oliver. Oliver est Oliver, et je suis moi. Notre famille est un peu étrange, mais c'est correct. J'ai décidé d'accepter notre famille et de ne pas me soucier de l'attitude de mes parents. Malgré la différence de traitement, je suis reconnaissante envers mes parents de m'avoir élevée. Oliver, depuis que nous étions enfants, est toujours mon frère au fond. Je ne pouvais pas vraiment les détester. Cependant, ce sentiment a vacillé après un incident particulier lorsque j'étais à la fin de la vingtaine. Mon père a pris sa retraite, et lui et ma mère, une femme au foyer, vivaient de leur pension. Peu après, ma mère a eu une chute qui a résulté en une paralysie des jambes. Elle avait besoin de soins. Avec mon père à la retraite, je pensais qu'il serait là pour aider, mais je me trompais. « Hey Alice, je ne peux rien faire tout seul, alors rentre à la maison », la première chose que mon père a dite après longtemps était scandaleuse. « Quoi ? C'est impossible. Si je reviens, je ne pourrai pas aller à mon travail. » Au lieu de dire « Tu peux faire n'importe quoi, au moins essaie d'apprendre ou de pratiquer », il a rétorqué. « Comment oses-tu parler ainsi à ton père ? Quitte simplement ton emploi et rentre à la maison. Tu ne te soucies pas de ta mère. » Ce n'est pas aussi simple que de tout quitter et de revenir. Mon père a toujours été dominateur. Il a fait en sorte que ma mère s'occupe de tout pendant des années. Maintenant que ma mère est tombée malade, il est devenu un homme impuissant. Il semble qu'il complote pour me faire revenir et prendre la place de ma mère. Mon frère travaille plus près de la maison, demande-lui plutôt. Pourquoi ? Il n'essaie de me manipuler maintenant, même s'il ne s'est jamais beaucoup soucié de moi auparavant. Je m'étais finalement installée et vivais librement. Jamais je n'aurais pensé céder à ses caprices, mais pour une raison quelconque, il a commencé à appeler mon lieu de travail. À cause de cela, je ne pouvais pas me concentrer sur mon travail, et mes collègues et mon patron ont commencé à me regarder étrangement en raison des appels constants. J'ai travaillé si dur pour obtenir ce poste, que je voulais vraiment. Je voulais y travailler pour toujours, mais à cause des appels incessants de mon père, je suis devenue stressée. Cela a affecté mon travail et je n'avais d'autre choix que de démissionner. À contre-ségur, j'ai décidé de rentrer chez moi, seulement pour la trouver dans un état terrible. Mon père, maintenant sans emploi, semblait n'avoir rien à faire. Il était devenu obsédé par les courses de chevaux et dépensait toute sa pension le jour où il la recevait. Il buvait plus qu'avant, et chaque matin je trouvais des canettes de bière vides et des verres à vin partout sur la table. J'avais entendu dire qu'il y avait des économies mises de côté pour la retraite, mais les finances du ménage étaient en désordre. Ce n'est pas étonnant que, lorsque j'ai suggéré d'engager un aidant professionnel, mon père ait hésité. Les factures de services publics étaient en retard et n'étaient payées que lorsque la pension arrivait. C'est une situation de chèque de paie en chèque de paie. À ce rythme, même lorsque la pension arrive, elle disparaît rapidement.
J'ai dû utiliser mes économies pour stabiliser nos vies au début, puis rénover la maison pour la rendre accessible au fauteuil roulant pour ma mère. Plus tard, j'ai trouvé un emploi près de chez moi, j'ai laissé ma mère dans un service de soins de jour et j'ai consacré environ 2 000 $ par mois aux soins et aux dépenses de subsistance. Mes économies, que j'avais commanditées à accumuler depuis mon premier emploi, semblaient s'épuiser. Malgré le travail, les dépenses continuaient d'augmenter. Pendant ce temps, mon père ne travaillait ni ne prenait ses responsabilités, dépendant constamment de moi financièrement et dans ma vie quotidienne. D'une manière cruelle, je me sentais complètement exploitée. Entre les tâches ménagères le matin, le travail pendant la journée et les soins la nuit, mes économies diminuaient. Idéalement, je voulais placer ma mère dans une maison de soins et laisser mon père se débrouiller seul. Cela signifierait que tout l'argent actuellement dépensé pour mon père pourrait être économisé ou utilisé pour mes propres dépenses. Cependant, mon père s'opposait farouchement à l'idée d'envoyer ma mère dans une maison de soins, et elle-même semblait dépendre uniquement de moi, disant « Pourquoi devrais-je aller dans une maison de soins alors que tu t'occupes de moi ?» J'ai consulté mon frère, mais comme prévu, il était indifférent. Il était clair que c'était moi qui devais faire des sacrifices, alors je me suis retrouvée piégée dans ce qui ressemblait à une prison appelée maison. 3 ans après avoir commencé cette cohabitation infernale, mon frère m'a soudainement contacté, disant « Ma petite amie est enceinte, donc nous nous sommes mariés. » Il est ensuite venu avec sa femme, que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Waouh, j'avais hâte de rencontrer la sœur d'Oliver à cause de la façon dont il parlait d'elle, mais elle ne te ressemble en rien. Elle n'est pas du tout jolie. Dès qu'elle me voit, la femme d'Oliver, Eleanor, commence à rire. Inutile de dire que j'ai ressenti une forte aversion pour sa grossièreté. Malgré sa première visite, elle se promenait dans notre maison comme si elle en était propriétaire. Elle est même entrée dans ma chambre sans permission, a utilisé mon maquillage, puis a dit « J'aime ça, je vais le prendre ». Elle a même fouillé dans l'armoire où les bijoux de ma mère étaient gardés et a demandé « Combien peux-tu vendre de l'or 18 carats de nos jours ?» Elle semble un peu dangereuse. Elle n'est définitivement pas une bonne femme. Même s'ils sont mariés, je pense qu'il serait préférable qu'ils se séparent. Mais mes parents ne sont préoccupés que par le fait d'avoir un petit enfant, au point de paraître déconnectés, et je ne peux m'empêcher de les envier un peu. L'idée d'être liée à cette femme me faisait un peu peur. Ma mauvaise prémonition s'est réalisée ce jour-là. Mais je suis si nerveuse à l'idée d'élever un enfant pour la première fois, dit Eleanor avec douceur, en enroulant ses cheveux. Alors tu devrais vivre ici, dit mon père, qui regardait la poitrine d'Eleanor tout le temps, suggérant cela avec un regard lubrique. Vraiment? Esto sûr. Bien sûr, tandis que mes parents, mon frère et sa femme étaient enthousiastes à l'idée de vivre ensemble, je ne pouvais m'empêcher de demander « Que ferons-nous du manque de chambre ?» Tu peux déménager, les mots de mon père m'ont stupéfié. C'est une bonne idée, tu devrais te dépêcher de partir. Peux-tu déménager bientôt? Cela peut sembler présomptueux, mais je crois que j'ai été très bonne avec mes parents, et pourtant ils sont si rapides à me tourner le dos. Attendez, je ne peux pas simplement être jetée dehors comme ça. Je paie pour les soins de maman et je n'ai même pas l'argent pour déménager. Et les soins de maman? Je te donnerai l'argent pour les soins ou autre chose, grâce à mon travail dans une grande entreprise, pas dans une petite entreprise locale comme toi. Je ne manque pas d'argent, d'accord? Alice, va dans ta chambre et fais tes bagages. Déménage aujourd'hui, il m'a tapoté le dos comme pour me pousser vers ma chambre. Il avait l'air satisfait, comme s'il avait trouvé un nouvel hôte de qualité à parasiter. Déménage aujourd'hui, dit-il, mais il neige dehors. Je n'ai pas d'argent. Où suis-je censé vivre à partir de maintenant? Pourquoi? Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Sans réfléchir, j'ai exprimé mes vrais sentiments. Ce n'est pas une blague, tu es si naïve, Alice. Écoute, je ne le répéterai pas. Nous emménageons parce que j'attends un enfant, l'idée devait partir de lui, le faisant reculer. J'ai instinctivement regardé mes parents, même ma mère, que j'avais désespérément soigné toutes ces années. Je voulais être avec mon petit-fils. Accepte-le, dit-elle, souriant comme si elle me guidait vers l'acceptation. Ce disant, ils ont rapidement mis les affaires de ma chambre dans un sac. Attends au moins quelques jours jusqu'à ce que je trouve un endroit où vivre, mais ils m'ont traîné de force par le bras et m'ont jeté hors de la maison. Peu importe combien de fois j'ai sonné à la porte, ils m'ont ignoré. Bousculée par mes parents et enfin par mon frère, ma vie n'est pas leur jouet. Même quand j'étais traitée froidement quand j'étais enfant, je souriais toujours. C'était ma défense personnelle, mais mes parents et mon frère ont mal compris, pensant que je pouvais tout gérer. Ce n'est pas une blague, ne joue pas avec moi, pleurant, j'ai quitté la maison familiale et erré dans les rues sans but. Finalement, j'ai trouvé un chapeau de chat et cherché refuge dans un café internet. Quand j'ai contacté une amie qui vivait en ville, elle m'a miraculeusement offert de me laisser rester chez elle pendant un certain temps. Les vraies amitiés sont vraiment inestimables. Avec son soutien, j'ai réussi à économiser suffisamment pour vivre seule à nouveau.
Je n'ai pas encore économisé assez pour quitter la ville, mais je ne veux plus de lien avec ma famille. J'ai décidé de quitter l'État une fois que j'aurai économisé plus. Mais un jour, mon père et mon frère sont venus me voir. Ils avaient apparemment trouvé mon adresse dans certains dossiers officiels. Puis-je vous aider? J'ai intentionnellement utilisé un langage formel, comme s'ils étaient des étrangers. En réponse, ils se sont tous deux agenouillés devant moi. Je suis désolé, il a imploré d'une voix larmoyante. S'il te plaît, aide-nous, nous devons expulser la femme d'Oliver de la maison. Quand j'ai demandé une explication, ils ont dit que la situation à la maison s'était considérablement détériorée. J'ai expulsé mon frère et mes parents de notre maison familiale, en riant d'eux, disant « Je ne veux pas vivre avec vous, bande de radins ». Mon père, complètement lavé de cerveau par Eleanor, avait commis l'erreur de changer le titre de la maison pour inclure son nom, donc elle ne l'a pas prise, elle l'a reçue. J'ai entendu dire qu'Eleanor était tombée éperdument amoureuse de mon frère et l'avait poursuivi agressivement. Mais même alors, quelque chose me semblait étrange. Mon frère, maintenant poilu et dodu et intéressé par le judo, était loin d'être attirant. Pourquoi Eleanor, une femme mince et attirante qui pourrait choisir n'importe quel homme, tomberait-elle amoureuse de lui? Je me suis toujours demandé. Il s'est avéré qu'elle en voulait à son argent, et elle avait d'autres hommes dans sa vie alors que le père de l'enfant était censément mon frère. Elle a continué à avoir des liaisons même après leur mariage. Quand mon frère a découvert et confronté Eleanor, le lendemain, tout le monde a été expulsé. Eleanor a probablement senti que son autre relation serait découverte et a astucieusement persuadé mon père de changer le titre de la maison. Leurs plans ont échoué, et ils ne pouvaient même pas vivre avec le petit-fils tant attendu. De plus, Eleanor a maxé la carte de crédit de ma mère. Quand ils s'en sont rendus compte, elle avait déjà acheté des appareils électroniques et des métaux précieux. J'ai toujours eu un mauvais pressentiment à son sujet, donc je n'étais pas très surpris. C'était plutôt comme « je le savais ». En ce qui me concerne, je n'ai ni parents ni frères. Qui êtes-vous encore? À ce moment-là, les visages de mon père et de mon frère sont devenus pâles. Tu vas nous abandonner aussi? Ta mère ne peut même pas se mettre dans un fauteuil roulant maintenant. Elle est alitée. Tu n'as pas pitié d'elle? Il a crié. C'est toi qui voulais être avec ton petit-fils et m'a expulsé. Elle m'a dit d'abandonner, alors j'ai abandonné de faire partie de ta famille. N'est-ce pas ta faute, papa, pour avoir changé le titre de la maison? Mon père serrait les dents en silence. Attends. Alice. Nous sommes une famille. Aidons-nous, mon frère a tendu la main, mais je l'ai repoussé. Tu as ignoré mes appels lorsque j'ai demandé de l'aide à plusieurs reprises pendant les soins de maman, et maintenant tu dis ça? Eh bien, c'est pourquoi mon frère a hésité, se sentant coupable. Mon père a crié à sa place. Oublie Oliver. Tu n'as aucune gratitude envers tes parents? Tu as oublié tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai perdu mon sang-froid. Enfant ingrate entendant cela, j'ai perdu mon sang-froid, les regardant avec fureur. J'ai apprécié ce que vous avez fait pour moi, c'est pourquoi j'ai quitté le travail que j'aimais et je suis revenu à la maison. J'ai même dépensé de l'argent et rénové la maison pour la rendre confortable. J'ai supporté tellement, mais à cause de votre égoïsme, j'ai été expulsé. Vous vous attendez vraiment à ce que je dise simplement merci? Nous nous sommes excusés pour ça, n'est-ce pas? Oh, alors s'excuser résout tout? Eh bien, alors, je m'excuse aussi d'avoir laissé tomber. Je m'excuse, mais je n'aiderai pas. Puisque je me suis excusé, vous devez me pardonner, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous être si effronté, même en tant que parent? Quand mon père s'est jeté sur moi, je me suis rapidement défendu en utilisant les techniques d'autodéfense que j'ai apprises à l'école. Aïe! Il a crié de douleur et s'est recroquevillé sur place. Mon frère m'a simplement regardé, stupéfait, ne se souciant même pas de notre père. J'ai pris le sel purificateur qui était à l'entrée et je l'ai jeté violemment sur eux. J'espère que ça va entrer dans leurs yeux alors qu'ils criaient et se couvraient le visage. Arrêtez de me montrer ces visages avides et sortez en disant cela. Créer une vie équilibrée et harmonieuse avec des triplés a apporté des joies et des défis inattendus. Alors que je me délectais des plaisirs quotidiens de la maternité, une lettre inattendue est arrivée, menaçant de perturber la paix que j'avais méticuleusement construite. Elle venait de la femme d'Oliver, Eleanor. Son écriture, autrefois étrangère et indifférente, portait maintenant un désespoir qui éveilla ma curiosité, malgré mon meilleur jugement. La lettre était une demande de réconciliation. Eleanor confessait qu'après avoir été expulsée de la maison familiale, la vie était devenue une série de malheurs pour elle. Elle exprimait des remords pour ses actions passées, affirmant que la naissance de son enfant avait changé son cœur et insistait que l'enfant était vraiment celui d'Oliver. Étonnamment, elle ne demandait pas d'argent ni d'aide, mais sollicitait une rencontre, juste pour s'excuser en personne et présenter son enfant à sa tante. Malgré mes réserves, quelque chose dans ces mots résonnait en moi.
Peut-être était-ce l'instinct maternel ou les liens familiaux qui n'avaient pas été complètement rompus. Après en avoir discuté avec mon mari, qui était compréhensiblement prudent mais solidaire, j'ai décidé de rencontrer Eleanor dans un lieu public. Nous avons convenu d'un café tranquille, loin des regards familiers, garantissant un environnement neutre. Le jour de la rencontre, en approchant du café, mon cœur battait avec un mélange d'anxiété et une curieuse sensation d'anticipation. Eleanor était déjà là, tenant un garçon avec les yeux bleus et les cheveux bouclés inconfondables d'Oliver. La vue m'a adouci plus que je ne l'aurais cru. Elle s'est levée à mon approche, sa posture timide, un contraste frappant avec la femme audacieuse qui avait autrefois parcouru ma maison avec arrogance. « Alice, merci d'être venue » commença Eleanor, sa voix tremblante. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander ton pardon après tout, mais je suis vraiment désolée. » Nous nous sommes assises, et elle a commencé à raconter son histoire. Après avoir été expulsée, Eleanor a fait face à la réalité sans le confort de l'illusion. L'homme qu'elle pensait aimer, le père de son enfant, n'était pas le refuge qu'elle imaginait. Avec Oliver, elle a réalisé qu'elle poursuivait une illusion alimentée par la cupidité et la solitude. En l'écoutant, j'ai ressenti une empathie inattendue. Voici une femme qui avait causé tant de chaos, mais sous cette façade se trouvait quelqu'un de profondément perdu. La rencontre s'est terminée avec Eleanor exprimant le souhait que son fils connaisse sa famille, même à distance. Elle n'attendait rien de plus. En quittant le café, le poids de sa sincérité m'a laissé dans un silence réflexif. J'ai décidé de discuter de la situation avec Oliver avant de prendre toute décision sur un contact futur. Les semaines ont passé, et ma conversation avec Oliver a été tout aussi surprenante. Il avait traversé sa propre réflexion et a admis ses fautes dans l'échec de leur mariage. Son temps loin d'Eleanor lui a fait réaliser son propre rôle dans leur dynamique toxique. Il essayait de réparer les choses, en partie pour son fils et en partie pour lui-même. Après mûre réflexion, nous avons convenu d'une réintroduction prudente d'Eleanor et de son fils dans nos vies, en commençant par des visites supervisées. À mesure que ce nouveau chapitre se déroulait, ma vie avec les triplés continuait d'être une source de joie et d'apprentissage. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de la gestion des crises de colère à l'encouragement de leur personnalité émergente. Les triplés, maintenant tout petits, développaient leurs intérêts. Le garçon, Félix, montrait un grand intérêt pour la musique, souvent en train de fredonner des mélodies avant de pouvoir parler correctement. Ses sœurs, Nora et Sophie, étaient inséparables, leur lien étant évident dans leur amour partagé pour les livres, même avant de comprendre pleinement les mots qu'elles feuilletaient. Un après-midi particulièrement serein, alors que je les regardais jouer dans le jardin, une réalisation m'est venue. Le chaos de mon passé, les épreuves avec ma propre famille, m'avaient appris des leçons inestimables sur le pardon et la croissance. Ces leçons étaient maintenant la base de la famille que je nourrissais. Une famille non définie par les rancunes passées, mais par l'amour et la compréhension que nous choisissons de cultiver. L'intégration d'Eleanor et de son fils dans nos vies n'a pas été sans obstacle. Il y a eu des moments gênants, des périodes où d'anciennes blessures menaçaient de ressurgir, mais chacune a été affrontée avec la ferme résolution de construire quelque chose de meilleur pour la génération suivante. 2 ans plus tard, une réunion familiale pour l'anniversaire des triplés a marqué un tournant. Mes parents, ayant entendu parler de la réconciliation lente, ont exprimé le désir d'assister. C'était une demande qui nécessitait une réflexion profonde. Après des discussions avec mon mari, qui avait été mon soutien dans tous les hauts et les bas, nous avons décidé d'étendre une invitation sous des limites claires. L'anniversaire était une fête vibrante, avec des rires résonnants dans notre maison. Mes parents sont arrivés, visiblement vieillissants, mais avec une humilité qui leur était auparavant étrangère. L'interaction était hésitante au début, mais à mesure que la journée avançait, la joie des petits-enfants a fait fondre une partie de la froideur résiduelle. Mon père, observant les triplés jouer, s'est approché de moi les yeux embués de larmes. « Alice, en voyant ça, toute cette joie, je réalise combien nous avons manqué. Combien j'ai manqué en m'accrochant à la fierté », a-t-il admis. « Je ne m'attends pas à ce que tout redevienne comme avant, mais merci pour cette chance. » À mesure que la journée se terminait, avec le coucher du soleil projetant de longues ombres sur notre jardin rempli de rires, j'ai senti qu'un chapitre se fermait et qu'un nouveau commençait. Dans cette nouvelle histoire, les lignes de la famille et du pardon se confondaient en une image de continuité pleine d'espoir, peinte avec de larges coups de pinceau de patience et d'amour. Les mois suivants se sont déroulés avec un optimisme prudent. Nos réunions familiales sont devenues plus fréquentes, et bien qu'il y ait toujours eu une tension sous-jacente, elles cédaient progressivement la place à une acceptation et une compréhension timide. Oliver et Eleanor, avec leur fils maintenant en train de trotter énergiquement, étaient des habitués de ces réunions, leur relation notablement améliorée mais toujours en cours de développement. Mes parents, peut-être motivés par leur âge avancé ou la réalisation des erreurs passées, ont fait des efforts pour se connecter avec mes triplés.
Au début, ils étaient maladroits, incertains sur la façon de combler le fossé de nombreuses années de séparation, mais l'innocence et l'amour inconditionnel des enfants ont une manière de guérir les vieilles blessures. Ma mère, en particulier, a trouvé une âme sœur en Nora, qui partageait son amour pour le jardinage, et elle passait souvent des heures à s'occuper des plantes, avec Nora apprenant avidement les noms des fleurs et se réjouissant de la terre sous ses ongles. La dynamique entre mes parents et moi est restée complexe. Il y avait des jours où de vieilles rancunes refaisaient surface, et l'air devenait lourd de mots non dits et de regrets. Pourtant, chaque fois qu'un problème surgissait, nous l'abordions non pas avec la colère explosive du passé, mais avec un calme mesuré venant d'un désir profond de ne pas répéter les anciens schémas. Mon mari, toujours le pacificateur, a facilité de nombreuses conversations, sa perspective extérieure et son histoire non impliquée aidant à modérer et à lisser les aspérités. Pendant ce temps, ma relation avec Eleanor a évolué de manière inattendue. En la regardant s'efforcer véritablement de changer et en la voyant interagir avec son fils, j'ai commencé à reconnaître le pouvoir transformateur de la maternité qui unit même les individus les plus improbables. Nos conversations, autrefois raides et maladroites, se sont progressivement réchauffées en discussion sur les défis parentaux et les aspirations pour l'avenir de nos enfants. À mesure que la vie se stabilisait dans une nouvelle normalité, j'ai été rappelé de l'imprévisibilité des relations humaines et du potentiel incroyable de changement. C'était pendant une soirée tranquille, la maison remplie des sons doux des enfants endormis, que mon mari et moi avons discuté de la possibilité d'agrandir notre famille. Compte tenu de nos expériences et de l'environnement stable et aimant que nous avions cultivé, nous nous sentions prêts à envisager l'adoption, une chance d'offrir un foyer aimant à un enfant dans le besoin. Notre décision a été accueillie avec un soutien écrasant de notre famille élargie. Oliver, réfléchissant à son propre cheminement vers la guérison, a été particulièrement encourageant. « Vous créez quelque chose de beau ici », a-t-il commenté un jour, regardant autour de lui la vie familiale animée dans notre maison. « C'est inspirant ». Le processus a été long et émotionnel, rempli d'obstacles bureaucratiques et de moments de doute, mais notre détermination est restée ferme. Le jour où nous avons ramené Lucie à la maison, une fillette de 4 ans tranquille avec de grands yeux curieux et un sourire timide, a marqué un nouveau début. Sa présence a ajouté une nouvelle couche à notre famille, sa personnalité unique se déployant lentement à mesure qu'elle s'adaptait à sa nouvelle vie. L'intégration de Lucie dans notre famille n'a pas été sans défi. Elle est venue avec sa propre histoire de perte et de problèmes d'adaptation, mais nous avons affronté chaque obstacle avec l'expérience collective et l'empathie qui était devenue la marque de fabrique de notre famille. Félix, Nora et Sophie l'ont embrassée comme l'une des leurs interactions un mélange de curiosité enfantine et d'instinct fraternel. Au fil du temps, la narration de notre famille a continué à évoluer, chaque membre apportant ses propres fils à la tapisserie tissée de notre histoire collective. Les célébrations, les revers, les routines quotidiennes et les aventures inattendues se sont mêlées, créant un tableau vibrant de la vie. En réfléchissant à ce voyage un après-midi, alors que je regardais Lucie et les triplés jouer dans le jardin, leur rire se mêlant à la brise de fin d'été, j'ai réalisé à quel point nous avions avancé. Des relations fracturées et des luttes individuelles à une unité cohésive liée par l'amour, l'acceptation et l'engagement partagé envers la croissance et le bonheur des uns et des autres. Dans cette histoire continue de réconciliation et de nouveaux commencements, chaque jour était un témoignage de la force durable de la famille non définie seulement par le sang, mais forgée à travers les épreuves, le pardon et l'amour sans retenue que chacun de nous apportait à la table. C'était une vie que je n'aurais jamais pu imaginer il y a toutes ces années, debout seul et trahi par mon propre sang. Maintenant, entouré d'amour, je savais que chaque défi avait valu la peine, chaque pas en avant étant une victoire en soi. Tout au long de ce voyage intense et révélateur, nous avons pu être témoins d'une histoire qui, bien que marquée par des conflits et des désaccords, se termine par un message puissant de réconciliation et de renouveau. Ce récit nous a montré la capacité d'une famille à se retrouver dans les décombres de ses propres ruines, nous rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour tendre la main, pardonner et permettre à de nouveaux commencements de fleurir. L'histoire d'Alice et de sa famille nous enseigne que, même lorsqu'ils sont enveloppés dans des couches de ressentiment et de douleur, l'amour familial peut trouver un chemin de retour. Nous avons vu que, malgré les difficultés initiales, avec empathie et persévérance, des barrières apparemment infranchissables peuvent être surmontées. L'arrivée de Lucie, la décision d'adopter et d'intégrer une nouvelle vie dans leur foyer, renforce la notion que l'amour ne connaît pas de frontières et que chaque nouveau membre peut apporter lumière et espoir aux endroits qui étaient autrefois sombres. Les leçons que cette histoire nous apporte sont universelles. L'importance du pardon, la force de la famille et le pouvoir transformateur de l'amour. Ce sont des messages qui résonnent profondément en chacun de nous, car, à un certain niveau, nous recherchons tous la compréhension et la connexion. Après tout, qui parmi nous ne souhaite pas une fin heureuse, un foyer harmonieux et des relations pleines d'amour et de respect? Nous vous invitons, vous qui nous suivez sur la chaîne Histoire de la vie,
à réfléchir sur la manière dont ces leçons s'appliquent à votre propre vie. Pensez aux relations qui pourraient avoir besoin d'une nouvelle chance, aux pardons qui peuvent être accordés et aux manières par lesquelles vous pouvez être le catalyseur du changement et de l'amour dans votre cercle familial et au-delà. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui illumine, inspire et transforme. De plus, ce récit de rédemption nous amène à contempler un amour encore plus profond et transformateur, l'amour de Dieu pour nous. Comme décrit dans Jean 3h16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ce verset ne résume pas seulement l'essence de l'Évangile, mais révèle la profondeur de l'amour divin. Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, a offert son propre Fils en sacrifice pour que nous puissions avoir la chance d'une vie réconciliée avec lui et éternelle. Jésus-Christ, en acceptant la croix, a ouvert un chemin pour nous, un chemin de pardon et de nouvelle vie. Il l'a fait non par nécessité propre, mais poussé par un amour immense pour chacun de nous. Ce que nous apprenons de l'histoire d'Alice et de sa famille peut aussi nous inspirer dans notre cheminement spirituel. Tout comme Alice a tendu la main pour réunir sa famille, Jésus tend la main à chacun de nous. Il nous invite à laisser derrière nous le passé, les erreurs, les douleurs, et à entrer dans une nouvelle vie pleine d'espoir et de renouveau. Cette invitation est ouverte à tous. Accepter Jésus-Christ comme Sauveur, c'est reconnaître que nous sommes imparfaits et que nous avons besoin de son pardon et de son amour pour transformer véritablement nos vies. C'est un acte de foi, de confiance et d'abandon, mais c'est aussi un pas vers une vie pleine et éternelle avec Dieu. Alors, si ce moment touche votre cœur et que vous ressentez l'appel à en savoir plus sur cet amour qui transcende la compréhension, qui peut pardonner et restaurer toute chose, je vous encourage à en apprendre davantage sur Jésus. Parlez à quelqu'un de foi, visitez une église, lisez la Bible. Permettez-vous d'explorer le message de l'Évangile, qui est la bonne nouvelle du salut et de l'espérance. Et pour vous qui connaissez déjà cet amour, que diriez-vous de réaffirmer votre engagement à vivre selon les principes d'amour, de pardon et d'espérance que Jésus a enseignés? En ces temps difficiles, il n'a jamais été aussi nécessaire de diffuser des messages de foi et d'amour envers le prochain. En conclusion, que vous soyez quelqu'un en quête de réconciliation familiale ou spirituelle, sachez que le premier pas peut être difficile, mais les fruits de ce voyage sont éternels et transformateurs. Partagez l'amour, accordez le pardon et embrassez l'espoir. Et, bien sûr, continuez à suivre la chaîne Histoire de la vie pour plus d'histoires qui inspirent et transforment. N'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos contenus. Que cette histoire soit un rappel du pouvoir de l'amour et de la transformation. Que chacun de nous puisse être un instrument de paix et de réconciliation, dans la famille et dans le monde. Et que, par l'exemple de Jésus, nous apprenions à aimer véritablement, avec un amour qui renouvelle, restaure et rachète. Merci d'avoir été avec nous dans ce voyage, et à la prochaine histoire.